Bonjour Guy, bonjour Olivier. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous, de participer à cette journée d'études sur le fait photographique, qui est une notion tout à fait fascinante, très particulière, et sur laquelle tu vas encore nous éclairer aujourd'hui. Donc je te présente, Olivia Gay est diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles, cette grande et belle école qui a accouché de talents. Elle est chargée de cours à l'Université Paris 1 et en cela on est collègues. Donc c'est Panthéon-Sorbonne, et sa recherche intitulée Women at Work traite donc de images et économie pour une photographie compréhensive. Elle porte sur la création d'une œuvre photographique, picturale et documentaire, et c'est cela qui va aussi nous intéresser, et d'une réflexion théorique autour d'une démarche collaborative. Doctorant, je précise pour les étudiants, doctorant, ça veut dire qu'on est en thèse et qu'on vit la grande aventure d'écrire sur la photographie, sur son travail, et de se rencontrer un petit peu plus loin encore. Je passe la parole. Merci. Merci pour cette petite intro, Guy. Et merci aussi à vous deux pour cette invitation, et bravo pour toutes ces manipulations technologiques qui nous rendent un peu tendus, mais voilà, on espère que ça va aller. Donc en tout cas, quand Olivier m'a demandé de trouver un titre pour cette présentation, j'ai immédiatement pensé à cette question que j'ai empruntée en fait à Marie-Josée Monzin dans son livre Le commerce des regards, et qui est donc qu'est-ce que voir et qu'est-ce que voir ensemble. C'est aussi un petit clin d'œil à justement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que nous regardons ou nous voyons ensemble mais séparément, à distance, et nous sommes de plus en plus séparés du regard de l'autre. Voilà, ça a aussi des conséquences sur nos modes de vie et de travail, puisque en réalité on ne se voit pas vraiment, mais bon. Et aussi parce que cette question renvoie à une certaine intériorité et invisibilité dont il va être question ici. Voilà, en fait, depuis un certain nombre d'années, donc je photographie des femmes qui vivent dans des mondes clos ou des mondes contraints par des règles assez strictes, une discipline. Et ce sont des femmes qu'on ne voit habituellement pas ou qu'on ne regarde plus. Et moi, je suis allée à la rencontre, en fait, assez rapidement après mes études de photographie. J'ai décidé de m'intéresser à cette typologie de femmes en marge, on pourrait dire pour certaines, mais pas systématiquement en fait. Ma motivation, c'était d'abord de les rencontrer et de rentrer dans leur vie réelle, dans leur réalité, pour essayer de comprendre qui elles sont, comment elles vivent. Peut-être que intérieurement, je me posais cette question: est-ce que je serais capable de mener ces vies de femmes prostituées, ouvrières, religieuses, moniales, etc. Et ensuite, parce que il m'a semblé que dans ces lieux, il y avait des questionnements intéressants qui se posaient par rapport justement au regard de l'autre, à la circulation des images et tout ça. Donc cette image des femmes est associée, l'image des femmes est associée dans l'histoire de l'art occidental à une figure d'objet plus que de sujet. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous pourrez retrouver, je m'adresse surtout aux étudiants, des choses très intéressantes dans le livre de John Berger, Voir le voir, superbe, qui explique vraiment très très bien toute l'évolution de l'histoire de l'art et du regard sur les femmes en tant que objet. Puis voilà. Donc ma démarche, elle est de rendre les femmes quelque part, de rendre leur présence en tout cas sujet. Et voilà, avant de vous lancer le PDF qui est assez long, donc je ne vais pas m'éterniser, mais je voulais juste terminer par dire que cette recherche au long cours que je mène depuis 25 ans à peu près m'a permis de comprendre une chose, m'a permis de comprendre que le regard est une évolution de la conscience, qu'il s'apprend, qu'il se partage, et que dès lors qu'il est mis en action, et que en fait de lui tout émane et tout est possible. L'objet devient sujet. En fait, il y a une vraie transformation dans la possibilité de mouvoir ce regard. Donc voilà, peut-être que voir c'est naturel, et peut-être que regarder donc c'est culturel. Enfin tout ça, voilà, on va le découvrir ensemble. Je vais lancer une des premières images que j'ai réalisées à Cuba lors de mon premier travail sur les jeunes prostituées.
je comprendrai des années plus tard pourquoi je suis revenu photographier ces jeunes femmes prostituées. Il se trouve que j'ai retrouvé un portrait de moi à peu près à même âge que cette jeune fille et le portrait est quasiment identique, mais sur le moment, j'ai absolument pas perçu cette ressemblance. Voilà. On parlait de Roland Barthes ce matin. Il parle aussi de cette ressemblance dans la photographie. Et donc, en tout cas, cette image qui a fait que je suis revenu photographier ces jeunes femmes prostituées. Et j'ai mis aussi cette phrase de John Berger, on ne voit que ce qu'on regarde, regarder, c'est choisir. Donc mon choix, c'est d'abord tourner vers le monde des femmes prostituées, et notamment en Amérique latine, où dans un petit quartier de la Havane, j'ai passé quelques semaines, puis quelques mois, j'ai fait 2-3 allers-retours, alors que je terminais mes études de photographie à Boston, pour venir photographier le quotidien de ces jeunes femmes. Voilà, c'est pas tant leur vie de prostituées qui m'intéressait, mais plutôt leur vie ordinaire. J'ai été très influencée, voilà, c'est une œuvre de jeunesse, hein, c'est vraiment mes premières images, mais j'ai été très influencée à ce moment-là par le travail de Marilyn Mark, Prostitutes of Bombay, et par la démarche de Marilyn Mark qui vit voilà, qui travaillait vraiment en immersion avec les personnes. Donc, ce sont des images faites la nuit, des couleurs très chaudes, marquées par, je pense, une écriture qui correspond à cette époque. Hein, la Goldine aussi. On est entre le reportage, enfin quelque chose où on est une distance très proche, enfin le moins de distance possible finalement. On est dans la proximité là. Voilà, c'est à ça que voilà, et j'étais encore aux États-Unis à ce moment-là, et j'ai montré ces travaux à un photographe américain professionnel qui m'avait fait cette remarque mais vous pouvez pas montrer ces femmes comme ça, il faut montrer ces femmes prostituées telles qu'elles sont. Et cette phrase est restée dans ma tête pendant des années, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, à quoi correspond, qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi la réalité d'une femme photographe. Et c'est aussi voilà cette réalité, ce réel qu'on essaye de comprendre, surtout à travers l'image. Qu'est-ce que c'est que la réalité d'une image, qu'est-ce que c'est que la réalité d'une femme. Donc j'ai poursuivi ce travail en Amérique latine, au Brésil. Peu de temps après, j'ai eu donc on m'a proposé une résidence à Salvador de Bahia, où là, je me suis intéressée en fait je suis partie du livre de Gilberto Frère qui s'appelle Maître et esclave, qui a été écrit en 1933, et dans lequel il explique la formation de la société brésilienne. Et aussi, je me suis intéressée aux images de Pierre Verger, qui est un photographe français, photographe et ethnologue, qui a vécu à Salvador, qui a beaucoup photographié les religions afro-brésiliennes, le candomblé. Et donc c'est un mélange d'anthropologie et de photographie et de représentation aussi inspirée par la peinture aussi. Donc ce sont des femmes domestiques. J'ai eu deux résidences, une à Salvador et à Rio. Voilà, ici c'est Donna Olinda, c'est une femme qui a travaillé pendant 45 ans comme domestique, et puis finalement ses employés lui ont offert une petite maison dans un quartier de Santa Teresa. Et je l'ai rencontrée par hasard dans la rue. C'est une femme domestique que j'ai suivie pendant une matinée, que j'ai aussi rencontrée dans la rue à Rio. Ça part toujours de ces rencontres. Et puis, parallèlement à ces travaux en Amérique latine, j'ai commencé aussi à photographier, à m'intéresser à la question du travail en France. À ce moment-là, j'étais photographe de presse pendant une petite dizaine d'années, ce qui signifiait devoir travailler vite et pas trop se poser de questions sur la pratique, sur le processus de fabrication des images. Et voilà, est arrivée la crise de 2008. Des usines qui fermaient les unes après les autres, et j'ai fait un reportage pour Libération, et je me suis rendu compte que j'étais très loin de comprendre et de connaître ce qui se passait dans ces usines, et j'ai assisté voilà, au désarroi des personnes, et ça m'a beaucoup interrogée. J'ai donc décidé de mener un travail photographique, mais
à proximité d'où je vis, enfin dans l'Orne, en Normandie, dans l'Orne, et de m'intéresser à une usine qui fonctionnait encore, montrer voilà qui sont les personnes qui y travaillent. Et j'ai trouvé un directeur qui a accepté, qui m'a fait confiance, qui m'a laissé entrer pendant 1 année dans son usine pour photographier sans but réel, parce que c'était vraiment un projet personnel, des femmes. Alors surtout des femmes, parce qu'en fait, je me suis intéressée beaucoup aux postes fixes. Et les hommes bougeaient beaucoup, ils sont régleurs en général. Bon, depuis, ils n'étaient pas très contents au début, mais après, on est quand même devenus amis. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi je photographiais que les femmes. Mais voilà, c'était surtout la répétition qui voilà, le fait qu'elle puisse répéter, revivre et travailler sans lumière du jour. Pour moi, c'est incompréhensible. Comment on peut tenir, quoi. Donc, depuis, il y a eu des travaux faits dans cette usine. Hein, ça fait voilà 10 d'années que j'y vais. Je suis toujours en contact avec ces ouvrières, et parfois je vais faire les anniversaires ou les départs. Voilà, aussi des photographies pour elles. J'ai continué avec un autre projet à Calais, sur les dentellières de Calais. Depuis, ces usines ont également fermé. Enfin, je dis également, mais celle que vous avez vue auparavant, qui est une petite usine de cartonnage à l'Aigle, n'a pas fermé. À Calais, en revanche, oui, l'entreprise Noyon a été rachetée par des Chinois. Je sais même pas s'il y a encore une fabrication locale, mais en tout cas, ce qui était très compliqué pour ces femmes, c'est qu'elles avaient toutes un métier bien spécifique, huileuse, ourdisseuse, brodeuse, comme là, Julie, brodeuse, et que malheureusement, avec le déclin de cette industrie, elles étaient obligées d'être polyvalentes et d'oublier leur métier. Voilà. Donc c'est un projet, je me suis assez inspirée de Lewis Hine. Enfin, Lewis Hine m'a toujours inspirée d'ailleurs, depuis mon départ. C'est un photographe sociologue du début du siècle, un photographe américain. Donc l'idée juste pour terminer sur Lewis Hine, c'était cette idée de montrer l'humanité dans des conditions difficiles, mais sans tomber dans le misérabilisme ni le sentimentalisme aussi. Voilà, c'est tout l'enjeu de la photographie documentaire. Par rapport à la question du travail qui m'intéresse, j'ai eu une commande pour un journal, un magazine, à un moment donné, d'aller faire des images dans un monastère, et j'ai découvert donc les communautés religieuses dominicaines, donc des sœurs qui vivent ensemble dans les monastères. Il y en a plusieurs en France, monastères dominicains. C'est cette commande qui m'a permis d'entrer pour la première fois dans ces univers totalement clos, et qui a suscité aussi le désir pour moi de comprendre leur vie et leurs choix, de les rencontrer, vraiment d'avoir autre chose que la vision des sœurs qu'on peut avoir si on les croise en tenue, qui est toujours un peu austère. Enfin, en réalité, c'est une communauté très joyeuse, très ouverte, et notamment donc ce monastère où je suis revenue plusieurs fois, où je continue à aller pour parfois faire des images, mais aussi parfois juste pour revoir les sœurs. Et cette question donc du travail qui est pour elle sur le même plan que la vie quotidienne. Ora et labora, c'est la règle de Saint Benoît, c'est prix et travail. Et quand tu travailles, tu es aussi dans la prière. Enfin, tout est relié. Et l'autre chose qui me fascinait, c'est de pouvoir vivre uniquement sur le regard de Dieu, de faire ce choix-là. Pour elle, c'est... Et puis autre chose aussi, ça me vient, mais c'est que pour elle, elles m'ont expliqué quand elle rentre au monastère, elle n'existe plus en tant qu'individu. Elles deviennent une communauté, une vraie communauté. Elles laissent de côté pour elles tout l'aspect individuel, personnel de leur vie. Donc c'est une vie au service de Dieu et des humains. Donc voilà. Le Mirail à Toulouse, Mirabilia, c'est une proposition de résidence par le Château d'Eau, et à venir réaliser un projet de photographie dans un quartier sensible qui est le Mirail. Et c'est un ensemble en fait composé de 3 quartiers à Toulouse, et qui a mauvaise réputation à cause du trafic de drogue, de la violence. Enfin, les choses ont évolué, les quartiers ont eu beaucoup de transformations, mais
il reste ces stigmates quand même. Évidemment, tout de suite, ça a été très compliqué d'entrer en contact avec les femmes. Beaucoup de refus parce que j'allais comme j'ai toujours fait dans la rue où j'allais sonner. Enfin voilà, je m'adressais aux personnes directement, sauf que là, c'était très compliqué. Donc j'ai pu, avec l'aide d'une association, installer une sorte de micro-studio improvisé en installant un fond. Et finalement, on a fait du bouche à oreille et puis on a eu un certain nombre de femmes quand même qui sont venues et qui venaient comme si elles allaient chez le photographe, ou la photographe en l'occurrence. Et donc, il n'était plus question de faire le portrait évidemment du quartier, de la géographie ou de l'environnement, mais de ces femmes. Voilà, le portrait d'un quartier par ses habitantes en réalité. Et je regrette de ne pas avoir enregistré ou gardé plus de traces des conversations que nous avons eues avec ces femmes parce que c'était très enrichissant. Elle me racontait, voilà, vraiment, j'ai senti qu'en tout cas, venir se faire photographier et regarder à l'abri des regards, justement, c'était intéressant pour elle, c'était important. Et là, c'est aussi le début d'un moment où où le contexte peut-être devient plus abstrait, où voilà, ce fond uni, je me rapproche aussi encore de la peinture, mais et surtout, je mets en avant, ça permet de mettre en avant le regard, la personne, pardon, je reste bloquée sur l'image, je vais avancer. Donc voilà, c'est plusieurs habitantes qui venaient, Nawal, qui sortaient de la mosquée. Et puis aussi dans un collège aussi du Mirail, j'avais fait quelques images, c'est des jeunes filles à 13 ans. Voilà, j'ai poursuivi ces mêmes questionnements à Malmaison lors d'un projet collectif avec le groupe La Forge, où nous interrogions la question aussi du travail, quels sont vos rêves de travail à des femmes dans un foyer d'hébergement et de réinsertion Emmaüs. C'était un projet, encore une fois, assez compliqué parce que le lieu était tellement vétuste, pour pas dire autre chose, que les femmes refusaient complètement d'être photographiées dans ce lieu et associées à ce lieu. J'y suis allée 5, 6, 7 fois et vraiment, c'était un refus catégorique. Donc au final, j'ai trouvé un endroit près d'une fenêtre où le mur était propre et j'ai proposé à une femme de faire un portrait et puis après, elle l'a vu parce que c'était en numérique et les autres l'ont vu et ensuite, on a continué et fait toute une série de photos. Là, elles étaient ravies d'avoir ces portraits propres, avec sur ce fond de mur propre. Et au final, je me suis pas limitée que aux résidentes. J'ai proposé, donc là, c'est Laurence, la directrice du centre. Il y a les travailleuses, Zouida, la cuisinière, Khadija, qui était résidente, Maoumouni, qui est travailleuse sociale aussi. Enfin voilà, l'idée, ça a été aussi de mélanger tout le monde pour qu'on ne sait plus qui est qui, en fait. Et ça a été aussi assez apprécié par elle de pouvoir être toutes réunies par la photographie. Et j'ai juste oublié quelque chose qui était intéressant, qui a été assez déclencheur comme cette question, cette remarque de l'américain, du photographe américain. C'est que lors de ce projet à Malmaison, une des femmes est venue vers moi après tous ces refus, puis elle m'a demandé, mais dites-moi, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies, vos photos? Et c'est une question qui m'a plus jamais quittée et qui sans doute voilà, explique pourquoi la suite des projets, comme au Palais, je vais terminer par un travail sur la prison, mais d'abord le Palais de la Femme à Paris, qui est un autre foyer d'hébergement, qui est de l'Armée du Salut cette fois-ci, et beaucoup plus grand, puisqu'il accueille environ 500 femmes, et aujourd'hui des hommes d'ailleurs, mais au moment où j'ai fait les photos, il n'y en avait pas. Il y a deux parties, une partie centre d'hébergement et d'urgence, oui c'est ça, et une partie où plus grande, où des femmes travaillent, enfin ont quand même une vie professionnelle, mais dans la partie où moi j'ai eu le droit, donc j'ai été autorisée à faire des images parce que ça a été assez long aussi pour pouvoir entrer et proposer ce projet et qu'on m'accepte.
C'est donc dans cette petite partie où les femmes sont hébergées, elles sont beaucoup plus dans une situation plus précaire, et il y a beaucoup de violence aussi, donc elles sont isolées la plupart du temps dans leur chambre, et très quasiment peu, enfin sauf pour les réunions administratives, elles se retrouvent très peu réunies. Donc je m'en suis rendu compte aussi en faisant les photographies, et je suis revenue après dans l'idée de leur proposer un atelier de photographie, en leur confiant des petits appareils, et puis voilà, donc là on voit des images faites par Sherifa et Ariel. Cet atelier c'était en 2007, qui ont photographié des choses que moi j'aurais pas montrées. Voilà, c'est très intéressant d'avoir leur vision sur ce lieu qui, là, pour reprendre l'expression de Sherifa, c'est cet infini d'hublots, de couloirs. Et donc, en 2013, on m'a proposé d'exposer une partie de ces photographies que je vous ai montrées, certaines, dans une maison d'arrêt pour femmes à Rouen. Et à partir de là, on m'a demandé si je voulais bien faire un atelier de photographie aussi pour ces femmes. Et donc, à partir de l'exposition, l'exposition et les images montrées avaient suscité pas mal de questionnements sur le voile, sur l'image qu'elle représentait de ces femmes. Est-ce qu'on, il y avait je me suis dit, je vais partir de ces questionnements, et je vais ramener d'autres images en plus des miennes, mais des magazines, des livres de photographie, mais aussi des livres de poésie, etc. Et je vais leur proposer finalement de faire des images et de construire des sortes de carnets. Donc j'ai apporté ces carnets vierges, et puis elles ont à partir de là recomposé à partir de. Alors là, c'est des photographies qu'elles ont faites à Caen dans leur cellule. Et voici il y a eu plusieurs pratiques dans ces ateliers. Il y a eu des carnets, il y a eu des travails de photographie. Vous allez voir, il y a eu aussi des peintures. Voilà, de leur laisser en fait aussi là, de possibilité de réaliser de s'exprimer, voilà, visuellement. Donc faire des collages. Et la consigne que j'avais en entrant dans cette maison d'arrêt, la première consigne, c'était que moi, je n'avais absolument pas le droit de montrer les visages. Donc on a essayé de photographier toujours en cachant les visages, mais en revanche, elles avaient le droit de peindre leur visage. Et donc, en fait, j'ai fait 2 images là ça c'était le projet avec le théâtre à Caen. Donc, on a fait à chaque fois une prise de vue masquée, une prise de vue démasquée. Elles se sont servies de la prise de vue démasquée pour en faire une peinture. Et donc, la peinture, par contre, on a le droit de la montrer, mais pas leur visage. Et elles m'ont offert toutes ces peintures. Je les ai d'ailleurs ici. Des petits formats très, très, très beaux. Voilà, donc on a cherché avec ces femmes à chaque fois des moyens de continuer à se montrer, mais sans révéler le visage. Là, c'est la série des torchons et des pyjamas et chemises de nuit qui sont distribués par le service pénitentiaire quand elles arrivent. Pardon. Et ça, c'était aussi une idée qui est arrivée au fil des discussions quand on réfléchissait ensemble. Ou à partir d'accessoires ou des cheveux, de trouver des manières quand même de révéler leur présence malgré tout. Ben écoutez, j'ai été si vite que j'ai fini. Et j'ai mis quelques sources références pour les étudiants, s'ils veulent. Super, merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est superbe. En tout cas, ça croise certaines sensations et certains propos que
Grégoire Karganov a eu ce matin par rapport à une expérience aussi des lieux fermés, on va dire, hein, dans lesquels certains se trouvent enfermés. Je dirais même que la photographie, c'est aussi un lieu fermé, c'est un lieu qui enferme, qui retient, qui garde, qui consigne, hein, de ce côté-là. Et ça annonce également aussi certaines approches que Guillaume Chauvin, qu'on va entendre tout à l'heure, après toi, a expérimenté en allant à la rencontre de publics scolaires, militaires ou autres. D'accord. Dans ta proposition, dans ce que j'ai entendu, juste j'essaye d'être le plus bref possible, mais comme tu as un tout petit peu de temps, je me permets de poser la question. Tu as eu une petite phrase en disant à un moment donné qui est qui, en parlant des dominicaines. Et après, comme tu as parlé de ces femmes de Toulouse, du Mirail, tu as montré des photos. Et ensuite, tu as donné les noms et les prénoms. Pas les noms, les prénoms. Donc, c'était intéressant parce que d'un point de vue verbal, tu donnais de l'identité, alors que l'image, on aurait pu l'inverser avec les prénoms, on n'aurait rien vu nous-mêmes. Mais toi, tu sais que cette photo correspond à Farida ou à Fatima, ou à etc. Et nous, on aurait pu très bien échanger. Et donc, à ce moment-là, on retombait dans la question de qui est qui, que la photo permet de faire vivre, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est aussi ce qui t'attire, ce qui t'intéresse, c'est qu'il y a une forme d'anonymat dans la photographie, il y a une forme de neutralité, alors même que ça montre, que ça désigne, que ça pointe. Une forme de neutralité, c'est ce vers quoi on cherche à tendre. Oui. Mais peut-être cette neutralité, elle est en relation aussi avec le contexte. Donc, quand je parlais justement d'abstraire davantage le contexte, c'est pour aller aussi vers une image qui devient peut-être plus universelle, et plus ouverte, plus ouverte, plus comme une fenêtre qui permet de... Ce qu'est l'icône d'ailleurs, parce que l'icône quand on la regarde, c'est pas pour se voir soi, c'est pas un miroir, c'est vraiment pour aller pour ouvrir notre esprit aussi, pas juste notre regard étant le symbole de notre esprit. Moi j'avais aussi une question concernant au-delà de l'expérience de la rencontre, qui est un des points très importants dans ton travail. C'est la question de l'exposition de ces photos. Où est-ce dans quel dispositif elles sont implantées, comment ça se passe, et notamment et pour rebondir sur aussi la phrase qui t'avait marqué sur qu'est-ce que ça va changer dans nos vies, d'une certaine façon, confier son image ainsi, où est-ce que ça va? Dans un premier temps, concernant les expositions, j'essaye toujours de proposer à ce que les images soient vues en premier par les personnes. C'est le cas dans les prisons. Le seul endroit où ça n'a pas été fait, peut-être, c'est avec les femmes prostituées il y a très longtemps. Et au monastère aussi, mais quoique les sœurs ont fait un petit livre qui est vendu dans leur boutique. Donc elles sont visibles, mais bon, le plus important au départ, c'est que les personnes puissent assister et construire aussi l'exposition, qu'on puisse la faire ensemble en fait. C'est ça, dans les prisons, c'est ce qui se passe. Donc il y a toujours cette idée-là avant qu'elle soit exposée ou montrée ailleurs. Et ta deuxième question, Olivier, c'était quoi? Je me souviens plus. Tu as vu la question non, par rapport à la question de la femme. Oui, la question c'était au-delà du fait que tu avais en tête depuis cette question, cette réflexion sur qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, est-ce que maintenant tu as une réponse ou est-ce que... Oui, enfin, c'est-à-dire que la réponse, je l'obtiens en faisant avec elle, avec les personnes participantes, vraiment en partageant ce regard, et plus dans ce seul peut-être ce questionnement personnel ou cette recherche d'individuation que j'ai pu avoir au départ avec les prostituées. C'est un lien à un questionnement personnel. Est-ce que c'est possible? Comment on vit? Comment c'est possible de vivre quand on est à leur place? Donc, je pense que le sens maintenant, il vient de ce partage, de ce moment où elles y trouvent elles aussi quelque chose. Voilà, pas que moi qui dois repartir avec des belles photos pour les mettre sur les murs. À un moment donné, je me dis ça a pas de sens. Si c'est que ça a aucun sens quoi. En plus à ce moment-là, j'avais remporté un prix, oui, en Italie,
et je me disais, pour avoir photographié des femmes, enfin, voilà, l'intérêt, il faut qu'il dépasse sa propre satisfaction. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et je pense que oui, par les dialogues. Alors ça n'apparaît pas. C'est l'enjeu de ce doctorat aussi, c'est de faire apparaître cette thèse dans laquelle, voilà, grâce au premier confinement, je me suis lancée. Sinon, ce serait jamais fait. Qu'est-ce que les relations humaines nous apportent dans cet échange, ce dialogue? Sauf que là, c'est un dialogue et un échange donc nourri d'images, qui a cette intention au préalable, c'est de créer des images à partir de cet échange. Mais je pense que ça, c'est maintenant entendu quand je fais des projets avec collectifs ou avec ces personnes. Cette question, elle est vraiment appréhendée dès le départ. Et je pense que c'est vers cela que je tendais, mais j'en avais pas tellement conscience, et c'est apparu clairement avec la question de cette femme lors du projet à Malmaison. Voilà. Et je disais que ça allait. C'est aussi ces questions que je souhaitais faire apparaître dans cette recherche doctorale, qui est davantage pour éclairer et donner du sens à ces images qu'on peut parfois percevoir uniquement par cette esthétique documentaire. Moi, c'est toujours ma question, qu'est-ce qu'il y a derrière les images, en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on va... Voilà, et peut-être parfois, comme disait justement Guillaume, assez justement là, tout à l'heure, il disait le hors-champ aussi, tout ce dispositif qu'on met en place et qu'on voit pas forcément, tout ce temps qu'on y consacre, tout ce qu'on y met, quoi. Oui, et il y a ce dont on n'a pas beaucoup parlé, il y a toi derrière tout ça, c'est-à-dire qu'il y a ce regard humaniste qui est propre à toi, ce regard sur des femmes inconnues qu'on n'aurait jamais vues sans ton travail, et que là, c'est une combinatoire qui crée un objet visuel à la fin qui est lié à ton propre intérêt à toi par rapport à ensuite le fait de le rendre public ou pas. Et donc, c'est une relation intime qui devient extime, j'allais dire, d'une certaine façon. C'est ça. C'est ça? C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est pas toujours simple parce qu'on est sur quelque chose de très sensible, on est sur des relations aussi. Bien, moi, j'arrive dans ces milieux qui sont difficiles, je peux en sortir, je peux rentrer chez moi le soir, j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai un travail, etc. Et ça questionne aussi cette posture, ce point de vue du photographe, dont parlait aussi justement Alexandra ce matin quand elle disait le point de vue, c'est aussi finalement quelque part le reflet de notre position sociale, de notre posture. Au-delà de notre posture sociale, la posture du photographe, c'est souvent une posture verticale, dominante. Ça peut l'être. Et c'est aussi ça que j'ai envie d'interroger, de remettre une certaine fragilité dans la démarche. Mais c'est vrai que ça pose question, ça m'a souvent posé question, voilà, cette histoire de pas aller dans ces milieux pour, comment je pourrais le dire plus simplement, du voyeurisme, mais pour faire exister. Oui, c'est ça la question, c'est ça, c'est pas y aller par voyeurisme, bon, déjà de toute façon ce sont des milieux où certains hommes ne pourraient pas rentrer, et je pense que l'expérience qu'a eu Grégoire Korganov quand il parlait ce matin dans la prison des femmes, moi j'ai pas du tout la même. Les femmes ne donnent pas à voir aux femmes ce qu'elles donnent à voir aux hommes, et ça c'est très bien exprimé dans le livre de John Berger, voir le voir. Les femmes les hommes passent leur temps à regarder les femmes alors que les femmes se regardent entre elles. Enfin, c'est ça. On est vraiment sur une autre posture. Et c'est super ce que tu viens de dire. Je crois que c'est aussi une façon de pouvoir bien terminer, parce que c'était dans la question qui précédait sur ce regard féminin, cette démarche féministe qui fait qu'une femme peut comprendre plus qu'un regard masculin ce que c'est qu'une femme qui accepte d'être vue en photo. Mais ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse pour ça. Souvent, on me pose la question, est-ce qu'il y a un regard féminin, un regard masculin? Je ne peux pas répondre. Je pense pas. Quand je fais des images, je suis une femme, je regarde comme une femme. Je suis vraiment, je pense en tant que photographe, à un point intersection entre les deux même. Super. Par contre, ou en revanche,
il est certain que ce sont des milieux dans lesquels je ne pourrais pas rentrer si j'étais un homme, c'est clair. Que ce soit les milieux, les quartiers, enfin la prison des femmes, si, enfin, il peut y avoir des ateliers, mais c'est vrai qu'il y a une certaine intimité et il y a une certaine, pour le coup, il y a une confiance, une sororité, on dit. Oui, voilà, on parle de sororité, c'est ça. Cette sororité s'installe, permet de faire des images, mais au préalable, le regard, je ne crois pas qu'il soit spécialement féminin ou masculin, si ce n'est qu'il est, comme l'expliquait très bien Alexandra, il dépend davantage de notre posture, position sociale, culture, histoire. Voilà, je fais un atelier en ce moment avec des femmes réfugiées syriennes et des hommes. Elles viennent avec leur mari. C'est très intéressant. Ce sont eux qui font des images, c'est pas moi, mais on parle de leur photographie et ils sont très intéressés par le fait que je vois pas du tout la même chose qu'eux dans les images et ils me disent c'est drôle parce que nous on regarderait, on verrait, on voit pas tout ça, on voit quelque chose complètement différent et c'est vrai, et ça permet de dialoguer avec ces personnes, d'en revenir à leur histoire. Ils me racontent des choses passionnantes d'où ils viennent en Syrie, d'avoir des représentations sur comme encore une fois disait Guillaume tout à l'heure, c'est aussi, on va faire des photos parce qu'on n'a pas de représentation, on parle d'images parce que il nous manque des mots, il nous manque des images par rapport aux mots. Et moi, la prison, le monastère, l'usine, enfin tous ces lieux ne m'évoquaient rien, sinon des zones lugubres, fermées et presque pas d'image en fait. Donc le fait de donner la parole aussi et la place à ces personnes, ça éclaire ces lieux et ça éclaire notre compréhension de ce qui s'y passe, qui vit, tout ça fonctionne autour de nous, tout autour de nous. Très bien, ça éclaire. Très bien. Ben, écoute, Olivia, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à vous. Merci pour cette intervention et à bientôt, on espère.